Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'équipe avec nous ce matin en studio. Pour votre vue de haut, chers auditeurs, aujourd'hui, je reçois David Engels, philosophe, auteur de Défendre l'Europe civilisationnelle et dernièrement Oswald Spengler, Introduction au déclin de l'Occident et Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bonjour David Engels. Bonjour Liselotte et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comment vivre avec le déclin de l'Europe ? On va y répondre, mais avant toute chose, il serait peut-être bon justement de poser ce cadre de déclin de l'Europe. Vous êtes assez déterministe, alors je me trompe peut-être et dans ces cas-là vous me corrigerez. Mais voilà, dans quel processus est aujourd'hui engagée l'Europe et en quoi est-ce presque une fatalité finalement ? Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Moi, j'ai une vision plutôt déterministe de l'histoire. D'ailleurs, je suis à ce niveau-là assez largement l'œuvre d'Oswald Spengler, dont vous aviez parlé justement, qui a été édité maintenant par l'Institut Iliade, ma petite introduction à Spengler. Et pour Spengler, tout comme pour beaucoup d'autres philosophes de l'histoire des grandes civilisations, elle est prédéterminée, car ces grandes civilisations évoluent dans le temps, dans l'espace, d'une manière relativement parallèle. Et quand on met en parallèle l'histoire de l'Occident, telle qu'elle commence avec Charlemagne, par exemple, avec l'Antiquité classique, telle qu'elle commence quelque part au XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ, alors on voit vraiment les grands parallélismes et surtout on voit qu'actuellement on est arrivé à une phase qui ressemble un peu à celle de la fin de la République romaine. J'avais écrit un livre justement aussi là-dessus et qui montre que assez bientôt on va entrer dans un genre d'ère d'empire civilisationnel relativement probablement conservateur, mais plutôt stagnant, où finalement toutes les grandes forces créatrices de notre civilisation seraient éteintes. Et bon, évidemment, on a un peu de marge de manœuvre, je veux dire l'histoire elle n'est pas fixée dans les moindres détails, mais cette évolution générale qu'on peut appliquer à toutes les autres grandes civilisations me semble assez claire. Et puis quand on est un peu honnête, quand on voit autour de nous, que ce soit le déclin démographique, l'immigration de masse, le déclin du phénomène religieux, des croyances, la mondialisation, la polarisation sociale, le désintérêt pour le politique, le désamour avec sa propre identité, le fait qu'il y a tellement de gens déjà qui sont déconnectés de l'histoire, de leur héritage, etc. On voit déjà assez bien qu'on est déjà presque avec un pied dans la post-histoire, ce qui ne veut pas dire que notre civilisation va maintenant être incendiée, détruite, etc., mais que sa force vitale est en train de s'épuiser. C'est un peu cette notion-là de déclin qu'utilisent toute une série de philosophes de l'histoire et à laquelle j'adhère. Alors justement, quand on se sait pris dans ce cycle qui nous dépasse, on pourrait avoir tendance à être découragé et à se dire « mais alors à quoi bon ? Il n'y a qu'à vivre simplement, sans se préoccuper de rien, se laisser mourir et puis voilà, advienne ce qui adviendra ». Néanmoins, vous, David Engels, vous publiez donc ce livre « Que faire ?», qui est presque un manuel pour pouvoir justement se positionner et agir vis-à-vis de ce déclin dans lequel on se trouve. Alors, pour commencer, vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire, malgré ce déclin, il y a encore des choses à faire ? Oui, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord évidemment un aspect qui est politique. On a encore la possibilité de changer certaines choses. Comme je disais, on va vers cet état civilisation, mais libre à nous de le façonner. Il y a quand même un certain risque que ça tourne très mal. Il y a toujours le danger du wokisme qui est là. Donc, je veux dire, c'est notre devoir, même dans cette voie vers la stagnation, d'organiser cet empire civilisationnel pour qu'il maintienne ce qui reste de notre civilisation aussi longtemps que possible. Il ne faut pas oublier quand même que l'empire romain des Césars a quand même dû encore durer 4-5 siècles dans l'ouest de la Méditerranée. Donc c'est une stagnation culturelle, mais c'est quand même quelque chose qui a permis à l'Antiquité gréco-romaine de se donner une forme définitive, donc libre à nous, ou je dirais plutôt notre devoir même,
de faire notre possible pour que cette forme définitive, elle corresponde à nos valeurs. Mais même au-delà de ça, il y a aussi, je crois, notre devoir privé, car nous ne sommes pas européens ou occidentaux juste parce que ça nous apporte quelque chose, et à partir du moment où cette civilisation ne nous parle plus, on laisse tout tomber. Non, notre civilisation européenne est une approche très spécifique de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est beau. C'est quelque chose d'absolument inimitable. En même temps, c'est notre seule voie vers ce phénomène-là, le phénomène de la transcendance, qui est l'essentiel finalement de notre vie, qui est organisée ou notre vie qui n'est rien d'autre finalement que cette tentative déjà ici et là de nous approcher de la transcendance. Et donc même le déclin de l'Occident, même la fin d'une civilisation n'est pas une excuse, je dirais, pour s'échapper à ce devoir ultime, je dirais même, d'être humain. Maintenant, ça sonne un peu grandiloquent. Si on cherche maintenant le moteur principal qui a fait en sorte que j'ai commencé à compiler ce petit livre déjà en 2014, c'était aussi une situation professionnelle où je travaillais dans une université très 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 de gauche à Bruxelles, qui avait vraiment des valeurs extrêmement humanistes, vous voyez ce que je veux dire, et qui n'aimait pas trop mes positions à moi. Donc de plus en plus j'étais mis en opposition avec tous mes collègues, en partie aussi avec des membres de ma famille, de mon environnement. Donc je me sentais vraiment très 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 seul en tant que patriote européen, si on veut le dire, et la tentation, comme vous le disiez aussi, de se dire après moi le déluge, on est tout tombé, ça ne sert plus à rien, était très grande. Et donc c'était un peu pour moi-même que je me suis dit, mais comment est-ce que je peux organiser ma vie pour au moins tous les matins pouvoir me regarder en face dans le miroir, tout en sachant que moi-même, tel quel, je ne peux pas changer le cours des choses, je n'ai pas d'influence politique immédiate, mais je veux quand même pouvoir me dire, je fais ce que je peux pour au moins organiser ma propre vie selon mes idéaux. Et donc j'ai compilé certaines idées, j'ai noté ceci ou cela, j'essaye toujours d'ailleurs du mieux que je le puis de réaliser ces différents points dans ma vie quotidienne. Et donc peu à peu est né ce petit livre qui a pris quelques années à être publié et dont je suis très content maintenant que la Nouvelle Librairie a sorti une édition revue et augmentée par rapport à la première édition d'il y a 5 ans maintenant. Alors justement, qu'est-ce que vous y avez ajouté pour les auditeurs qui auraient déjà lu votre première édition, voilà, qu'est-ce qui change dans cette révision Oui, excellente question. C'est-à-dire, il y a deux choses qui ont changé. D'abord, assez rapidement après la version française initiale, j'avais traduit le livre moi-même en allemand et je m'étais rendu compte pour la version allemande qu'il manquait 2-3 choses, notamment 2 chapitres. Un chapitre sur notre approche de notre propre corps, qui était un nouveau chapitre, et puis un autre relativement important aussi sur la nécessité de choisir son champ de bataille, donc de ne pas se laisser submerger par cette tâche gigantesque de vouloir tout bien faire, de vouloir se marier, avoir des enfants, avoir son potager, quitter la ville, créer de la beauté, être actif, être militant, enfin bref, de vouloir faire tellement de choses qu'à la fin on est épuisé par la tâche après 1 an ou 2, comme tant de militants, et de dire très clairement, n'ayez pas mauvaise conscience, essayez d'œuvrer, de lutter dans les domaines qui vous parlent, et si d'autres choses sont impossibles, faites ce qui peut l'être et ne vous épuisez pas dans le travail. Donc c'était ces 2 chapitres que j'avais ajouté pour la version allemande, que j'ai pu rapatrier maintenant dans la réédition française. Mais même au-delà de ça, je dirais qu'il y a des petites choses, parfois des paragraphes entiers qui ont été ajoutés dans presque tous les chapitres. Et notamment, la postface a été entièrement réécrite aussi. Donc ce n'est pas, disons, un nouveau livre dans le sens que c'est fondamentalement autre chose. Je dirais que c'est la même chose, mais en plus poussé, parfois en plus nuancé, plus détaillé, parfois en plus polémique aussi à certains endroits. Donc je suis assez content d'avoir pu approfondir ça sans que le livre, je l'espère, perde son caractère de bréviaire. C'était pas censé être une somme de 1000 pages, c'était vraiment censé être un livre qu'on peut mettre dans sa poche, lire rapidement 1 ou 2 chapitres et
plutôt une incitation à penser par soi-même que maintenant un mode d'emploi. Ouais. Bon, alors, en tout cas, c'est vrai qu'il est facilement transportable. Alors, chers auditeurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, il est corné. C'est vraiment, c'est un outil, justement, comme vous le disiez, David Engels, pour organiser sa vie. Vous parlez de choisir son champ de bataille. Ce livre-là, il est très concret. Il donne des pistes très concrètes. Et pourtant, c'est quand même dans un but de transcendance retrouvée, cette transcendance qui est très européenne. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi, justement, ces deux notions ne sont pas du tout contradictoires ? Européen et transcendance. Transcendance et vie plus concrète, action concrète, comment est-ce que ça s'inscrit dans le réel ? Voilà, on n'est pas seulement dans quelque chose de très spirituel, d'éthéré et d'immatériel. Oui, absolument. C'était ça aussi qui, à l'époque, quand j'ai écrit ce livre en 2014, me gênait un peu dans beaucoup de publications dans le domaine de la pensée conservatrice, patriotique, etc. C'est que souvent, c'était très théorique. Oui. C'était un très bon constat. On montrait ce que la société devait faire pour arriver autre part, mais ça ne nous disait pas grand-chose à nous. Quelque part, le postulat de la plupart des travaux, si on veut de droite, c'est que il faut d'abord changer la société et puis enfin on peut s'asseoir, être heureux et vivre la vie qu'on veut. Ça me semble être une approche fondamentalement viciée. Il faut déjà maintenant, dans l'immédiat, changer sa propre vie, essayer de vivre ses idéaux de jour en jour pour que même dans la situation actuelle, qui est une situation désastreuse pour chaque personne qui serait attachée aux valeurs de notre civilisation et de la chrétienté, pour déjà maintenant au moins résister et vivre ce qu'il faut. Et donc le but, c'était vraiment de montrer que cette notion de transcendance, même si elle est moins présente dans cet ouvrage-là que dans le tout dernier, Défendre l'Europe civilisationnelle, où là, la notion de transcendance est vraiment la pierre angulaire. Ici, ce l'est un peu moins, ce qui correspond aussi un peu à mon état d'esprit du moment, quand je l'ai écrit. Mais le but, c'est vraiment de montrer que cette... le fait que nous, en tant qu'êtres humains, notre but dans cette vie n'est pas de construire une société utopique ou de nous enrichir ou de rigoler, etc. Mais qu'au contraire, notre but maintenant déjà, c'est de comprendre que nous sommes finalement rien d'autre qu'une manifestation provisoire, terrestre, de quelque chose de beaucoup plus grand, de cette transcendance, de cette divinité, de Dieu, dans la vision chrétienne, que c'est à nous de réaliser cette proximité ici, dans l'immédiat, et qu'il n'y a pas seulement la voie ecclésiastique, style se retirer dans un monastère, devenir ermite, rentrer dans les ordres, etc., mais qu'au contraire, cette transcendance, elle est omniprésente, elle est là dans notre volonté de partager la vie, de partager la croissance avec un époux, une épouse. Elle est là dans la volonté de passer cette vision à ses enfants. Elle est là dans la volonté de s'entourer de beauté. Tout ce qui est vrai est en même temps beau. De le passer aussi dans son action quotidienne, de faire aussi des actions qui ont un sens, qu'on peut défendre si on veut devant ses propres yeux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en croisade tous les jours, ce n'est pas ça. On peut même exprimer, je dirais, ce but ultime dans une tâche tout à fait ménagère, quelconque, quotidienne. C'est plutôt dans l'esprit dans lequel on l'exerce. Bref, de montrer que cette quête de sublimation, de transcendance, elle peut être réalisée en n'importe quel moment et que nous devrons cesser d'utiliser des excuses qui sont finalement très de gauche, de dire il faut d'abord créer une société idéale et puis on va être heureux. Qu'au fond, le propre du conservateur, si je peux utiliser ce mot, ou de la personne de droite ou qui croit en la transcendance, c'est que non, même, et peut-être justement, même si toute cette société est en train de s'écrouler, nous avons toujours la même responsabilité tous les jours de notre vie, toutes les heures de la journée, d'essayer de nous souvenir à chaque fois que nous sommes plus justement que de la simple matière et que nous devons faire infuser cette conscience dans nos actions quelconques même.
Nous, aujourd'hui, David Engels, on est dans une société de droit. Voilà, chacun revendique tous ses droits dans tous les sens, aussi absurde soit-il. Quand vous nous dites qu'on est justement cette manifestation du divin, de quelque chose de supérieur, ça implique aussi des devoirs. Et ce livre, c'est aussi un appel à se responsabiliser individuellement. Vous le dites, l'État nous a abandonnés et encore dans notre camp, on a beaucoup de gens qui s'imaginent, comme vous le disiez, qu'il faut s'appuyer sur la société, réformer l'État, que l'État nous sauvera. Alors, vous, justement, de quel œil vous voyez les élections qui arrivent, la vie politique qui rythme aujourd'hui la France et puis l'Europe ? Oui. Bah, ça serait, enfin, la réponse, disons, à cette question-là, j'ai surtout essayé de la donner dans le livre dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire défendre l'Europe civilisationnelle, qui est plutôt le volet politique, je dirais, de ma pensée. Mais c'est vrai que même dans Que faire, le domaine politique est tout sauf absent, forcément. Mais je fais un peu la part des choses, qui a pu créer aussi peut-être de la confusion dans les regards de certains, dans le sens que ce livre-ci s'adresse vraiment à nous en tant qu'individus privés qui certes peuvent être des militants politiques, mais même le fait de militer politiquement ne nous dit rien encore sur notre vie privée, sur la beauté, la nature, la méditation, la prière, la lecture, etc. Donc c'est par rapport à cette facette individuelle que ce livre-là a été écrit, en disant qu'on attend de quelque chose de mieux, même si en tant que chrétien on est conscient qu'on ne formera jamais de société utopique, que c'est justement le propre de la gauche de croire en cela, et que nous savons, si on veut dire que en tant que être fini, imparfait, qui sont soumis au péché, finalement ce sera totalement impossible de créer quoi que ce soit comme société totalement idéale. Mais bon, de l'autre côté, on peut s'en approcher. C'est sûr que dans le combat politique actuellement, d'un point de vue de la transcendance, nous avons en face de nous un État qui essaye de fermer autant que possible cette porte vers la transcendance, surtout celle européenne. Tout ce qui est chrétien est ridiculisé, banni, est mis aux marges de la société, est maté, manipulé, etc. Donc c'est devenu très 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 difficile pour la plupart des Européens de découvrir dans le christianisme une voie salvatrice pour leur existence quotidienne. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, notre action politique devrait nous pousser plutôt à avoir un gouvernement, à avoir une société qui, comme au Moyen-Âge, finalement clame haut et fort partout que l'essentiel de notre vie devrait être cela, c'est-à-dire s'ouvrir à la transcendance. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le domaine du politique de forcer les gens à la conversion ou de les pousser à un genre de christianisme superficiel, de peur d'être décapité ou ce genre de choses-là. Ce n'est pas ça nécessairement le but, je dirais. Mais en même temps, on peut certainement faire beaucoup mieux que maintenant. Et donc c'est ça, évidemment, une voie politique que j'estimerais importante. Toujours est-il que ce futur-là, il n'est pas pour l'immédiat. Ce n'est pas les prochaines élections, ni celles d'après, qui subitement vont sauver l'Occident, stopper le déclin de notre civilisation, nous amener de nouveau dans quelque chose de magnifique. Non, il y a des règles historiques, il y a ce déclin de l'Occident qui est inévitable, même s'il signifie quelque chose d'un peu différent probablement que ce que la plupart des gens s'attendent, et donc pour être prêt, surtout pour être prêt aux conflits qui vont venir, qui sont déjà très présents en France d'ailleurs, il faut construire des bastions de résistance. Et là, mon livre en effet assume aussi une position un peu politique en disant il faut à la fois lutter contre ce déclin dans notre fort intérieur, mais en même temps, il faut aussi construire ce que j'appelle des sociétés parallèles. C'est-à-dire, il faut construire dans la famille, dans le boulot, avec des amis, avec des autres militants, des cellules de résistance multiformes, si on veut, et qui peuvent permettre, dans des situations de crise,
de pouvoir résister, pour ne pas être totalement balayé par le raz-de-marée post-historique et même anti-transcendant qui se manifeste partout. Oui, parce que ce livre s'adresse individuellement à chacun de nous. En revanche, vous n'abandonnez pas la notion de collectivité, David Engels, même si vous appelez à fuir la cité dans le sens les grandes villes, Paris, etc. Il y a encore cette notion-là. L'autre point qui m'a interpellée dans votre livre, c'est cette notion de court-termisme. Et ça rejoint ce que vous nous expliquez justement sur la politique, quand vous dites les choses ne se régleront pas dans 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est dans une société où 10 ans, c'est presque déjà du long terme, alors que vous invitez à prendre de la hauteur et aussi justement à s'inscrire dans une histoire qui a débuté bien avant nous, qui finira après, et vous nous donnez les armes pour essayer d'être ce maillon de la chaîne qui continuera bien après nous. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez déjà si bien résumé que je saurais difficilement ajouter quelque chose de fondamentalement différent. Non, c'est vraiment exactement ce que vous venez de dire. Nous sommes des maillons dans une chaîne. Nous avons une identité qui est centenaire, voire millénaire, hein, si on veut. Nous l'oublions. Surtout, je dirais, dès le rejet de l'histoire, dès le rejet du christianisme avec ce culte du progressisme, on s'est coupé de notre passé, on s'est uniquement braqué sur l'individu, et donc il y a un genre d'interaction tout à fait néfaste entre le refus de fonder une famille, le refus d'avoir des enfants, le refus de s'intéresser à son histoire, le refus de construire quelque chose qui durerait plus longtemps que quelques mois, voire quelques années. Il y a cette impression après moi le déluge qui est très 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 présente, et on peut comprendre les gens. Forcément, dans la société telle qu'elle est actuellement, ça peut paraître absolument anachronique de se dire je construis une maison, une initiative, une firme qui n'est pas censée durer 2-3 ans, mais 100 ans, 200 ans. Il n'y a plus personne qui pense en ces perspectives-là. Et pourtant, il me semble que ce changement d'horizon, ce changement de perspective, de ne plus uniquement voir le monde par sa propre existence actuelle, mais de penser à la fois sa propre mort comme une possibilité, mais de penser aussi la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, comme une véritable perspective de développement personnel, quelque chose qu'on a perdu et qu'on a beaucoup perdu aussi du côté de la droite. Moi, ce que je déplore d'ailleurs de plus en plus, et c'est un processus en évolution chez moi. Je n'ai certainement pas la science infuse, et j'ai voulu, je dirais, et découvre certaines choses qui sont peut-être banales pour d'autres, qui sont peut-être logiques, mais les comprendre, c'est une chose, les vivre, c'est encore autre chose. Et ce qui se manifeste tellement, à moi, en tout cas ces dernières années, c'est vraiment le fait que tout ce qu'on appelle la droite ou les conservateurs sont fondamentalement très de gauche, fonctionnent dans les mêmes paradigmes utopistes, très axés sur des données socio-économiques, très axé sur l'individu, sur le court-termisme. Je veux dire, la droite a perdu, malheureusement, ces dernières décennies, probablement, tout ce qui la constituait jadis, c'est-à-dire le monopole, ou en tout cas la précédence absolue de la transcendance, de la longue mémoire, de la perspective vers le futur, d'une vision non pas individualiste, mais plutôt centrée sur la continuité. Tout ça, on l'a fortement abandonné, peut-être sans s'en rendre compte. On est rentré involontairement dans un vocabulaire même, et de pensée aussi très fortement de gauche, dans lequel on déambule, et finalement on ne peut que perdre, parce qu'on reprend un vocabulaire qui nous prive finalement de ce qui nous est propre. Et donc un peu pour ça aussi que j'ai souvent peur que même là où soi-disant la droite ou les conservateurs gagnent, ce qui en ressort, c'est une politique de gauche vue de droite, mais c'est pas vraiment une vraie politique de droite, c'est pas un vrai changement de paradigme. Et d'ailleurs, ça se confirme un peu partout, même quand on voit des pays comme la Hongrie, jadis la Pologne, et probablement bientôt les États-Unis, etc. Bon, c'est très bien qu'ils aient fait les choix politiques qu'ils ont fait, ou qu'ils avaient fait dans le cas de la Pologne, mais en gros, ça ne change pas énormément les problèmes fondamentaux de ce monde, et surtout de cette idéologie de gauche matérialiste dans laquelle nous vivons.
Quand vous nous expliquez qu'il faut accepter justement que certaines choses nous dépassent et que donc c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de cultiver une certaine transcendance, ça va en opposition aussi avec cet homme moderne qui veut justement être maître de tout. Donc ça se voit, vous l'avez dit, dans le rapport au corps, ça se voit dans la politique, ces hommes qui veulent justement façonner un monde à leur image. Ça s'accompagne aussi probablement, ça s'est soutenu par l'essor technique et technologique qu'on nous propose aujourd'hui. La figure d'Elon Musk, pour parler un peu d'actualité, en est l'exemple parfait. C'est cet homme qui pense probablement à l'homme-machine, voilà, qui veut contrôler son environnement. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de la technique, David Engels, et donc que faire face aussi à cette notion là, sachant que ça peut quand même aussi être un moyen une forme d'essor justement pour notre civilisation. Absolument, il ne faut pas tomber dans le piège non plus de l'antitechnicité, parce que c'est évidemment très proche de se dire ok, on laisse tomber tout ça. Toute l'histoire européenne, ça a été, comme certains le disent d'ailleurs, ça a été une fausse route et il faut revenir à une existence d'Amish people, par exemple. Autant que j'admire le choix qu'ils font, autant je ne crois pas que ce soit vraiment notre destinée. La question que vous posez, elle renvoie de nouveau aussi aux travaux de Spengler, et pas seulement de lui, qui a très bien mis en avant que l'homme européen est par essence faustien, dans le bien comme dans le mal. Et donc cet élan faustien vers l'horizon, vers le dépassement de soi-même, vers le fait de briser à chaque fois des frontières, de découvrir ce qui est derrière l'horizon, de penser tout le temps l'impensable, on a vite fait de le critiquer parce qu'on voit ce que ça donne aujourd'hui, mais ce n'était pas obligatoire, dans le sens que je suis assez persuadé que la technologie elle-même reste moralement et religieusement neutre. Dans le sens que quand vous regardez l'histoire européenne, le progrès technologique, ça n'a pas commencé seulement au XVIe siècle. Ça, c'est quelque chose qu'on nous raconte dans les écoles, que c'est seulement une fois que le pouvoir de l'Église a été brisé, l'homme a pu se libérer des chaînes de l'obscurantisme et a pu enfin développer la science et tout ça. Mais c'est une absurdité. Déjà, le Moyen-Âge, techniquement, a été plus avancé que l'Antiquité gréco-romaine. Quand vous voyez que toute la technologie européenne a déjà été développée dans les monastères, que ce soit les systèmes d'horloge extrêmement complexes, que ce soit des systèmes hydrauliques, des moulins, toute la transmission de la pensée, les spéculations mathématiques, tout ça a été développé dans les monastères, mais dans un cadre où cela a été soumis à la transcendance. C'est-à-dire, on a développé la technologie comme une aide à pouvoir libérer, du moins partiellement, l'homme des contraintes naturelles pour qu'il puisse mieux encore se consacrer à ce qui était l'essentiel dans les monastères, c'est-à-dire prier, finalement. Donc, le début de la technologie ne s'est pas fait en opposition avec la croyance, mais pour la soutenir. C'est uniquement à partir du XVIe siècle où là, il y a eu en effet ce rejet de la transcendance, ce rejet de Dieu, de la tradition, au profit de l'homme, de l'humanisme, l'homme est la mesure de toute chose, du matérialisme, etc. Et c'est là que la science, la technologie a commencé à prendre un envol qui s'est dirigé de plus en plus contre la transcendance et a amené ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne crois pas non plus qu'il suffit maintenant de balayer la technologie pour revenir à une existence transcendante. Quand on regarde déjà l'Antiquité tardive, surtout vers la fin de la République romaine, on est à un niveau technologique nettement plus bas qu'aujourd'hui, et pourtant on a les mêmes problèmes de matérialisme, d'individualisme, d'hédonisme, de déclin démographique, d'individualisme, etc., etc. Donc ce n'est pas nécessairement ni la technologie qui nous condamne, ni qui nous sauve, c'est plutôt notre approche par rapport à la technologie. Donc il ne faut pas nécessairement travailler sur le refus de la technologie, mais même si je suis fondamentalement opposé à tout ce qui est transhumaniste et des spéculations d'Elon Musk sur Neuralink, ce genre de choses-là, je crois que c'est profondément anti-humain et anti-divin surtout, mais c'est surtout sur nous-mêmes et sur notre façon d'utiliser la technologie que nous devons travailler. D'ailleurs, rien que le fait de ce que nous faisons ici est un très bon exemple que, voilà, on se sert là aussi d'Internet, d'ordinateur, d'électricité, de tout ce qu'on veut pour répandre autant nous l'essayons, la bonne nouvelle si on veut sur les ondes françaises.
Il nous reste 2 minutes, David Engels, donc j'avance sans transition. Il y a un chapitre qui peut interroger justement les auditeurs qui se procureront votre livre. Ça s'appelle « Être tolérant mais non suicidaire ». Alors justement, vous rétablissez la vérité sur la notion de tolérance. Est-ce qu'on peut finir par là ? Puisque justement, je pense que c'est un grand écueil de notre monde et même de notre camp. Oui, en effet, c'est évidemment difficile de le faire en 2 minutes parce que c'est un chapitre très complexe. Il est évidemment orienté vers le problème de la migration de masse qui est là, qui est une catastrophe évidente, qui fait en sorte qu'une rechristianisation, une reconquête européenne patriotique de la France ou des autres pays est devenue une chose, pour ainsi dire, impossible, vu l'ampleur du phénomène. Donc, comment se positionner par rapport à cette réalité ? Il y a évidemment différentes approches que j'essaye d'esquisser dans ce chapitre. D'un côté, d'un point de vue non pas sociétal, mais purement humain, il ne faut pas oublier que, au-delà de toute guerre culturelle, l'autre être humain, il reste un autre être humain avec ses problèmes, ses aspirations, ses ambitions, cet art. Et il ne faut pas déshumaniser l'autre, même si en même temps on est conscient qu'une islamisation de l'Europe est une catastrophe. Il faut voir aussi que dans d'autres religions, il y a des aspects, des étincelles d'une vérité absolue qu'il ne faut pas nier totalement non plus, et que de ce point de vue-là, on peut souvent se poser la question, est-ce que notre plus grand ennemi, si on veut, en tant que conservateur patriote, est-ce maintenant quelqu'un qui, du côté de sa civilisation, de sa culture, cultive la famille, la transcendance, la croyance, un certain patriotisme, même si c'est d'une autre civilisation, ou est-ce que l'ennemi principal, c'est quelqu'un qui, justement, est pour un monde totalement matérialiste, utilitaire, hédoniste, etc. Donc c'est un contrat où je crois, ou une situation où il faut trancher et où il faut réussir le grand écart difficile entre d'un côté notre droit de défendre notre civilisation, de ne pas vouloir l'avoir diluée par d'autres civilisations, de ne pas l'avoir détruite de l'intérieur, et quand même notre devoir aussi d'être humain, de rester toujours en même temps, même si ça peut parfois être difficile, à l'écoute de l'autre qui est finalement comme nous. Donc c'est pas évident toujours, mais je crois que ça fait partie d'une certaine honnêteté que nous devons finalement aussi à notre croyance. David Engels, on va finir sur ces mots qui illustrent parfaitement votre ouvrage, sans contestation. Le constat est franc, il est clair, mais tout en nuances. Merci beaucoup donc pour ce livre « Que faire vivre avec le déclin de l'Europe ». Un bon livre pour surmonter le désespoir, comme vous l'écrivez. Chers auditeurs, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. On vous invite à vous le procurer. Et David Engels, à très bientôt. Merci bien de l'invitation.